Une petite parenthèse. C'est marqué solde négatif, il n'y a que des neufs. Je vais évoquer pour la session des joysticks. Voilà un joystick fait maison qui était sur un Apple II. Ça illustre deux choses, c'est que les utilisateurs pouvaient se prendre par la main pour créer leur propre hardware, ce qu'on fait toujours actuellement. Et il y avait le côté fun un peu. Je ne l'ai pas encore rebranché. Donc, dans les aboutissants de la collection Cœur de Pomme, je fais des numérisations. Je ne sais pas si vous reconnaissez la publication où on trouvait ces bandes dessinées. Donc, bon, c'est un exemple. Ouais. On va passer sur la... Ça, c'est la dernière image. On va passer sur la collection elle-même. Bon, voilà la page d'accueil. Donc on traite tout ce qui est hardware, software, librairie, et puis d'autres, aussi bien Apple II que Mac. Et les personnes consultent le site pour retrouver une information photographique et identifier le matériel qu'ils possèdent ou qu'ils recherchent et faire des comparaisons pour... on ne voit pas très bien, mais bon, faire des comparaisons. Je fais donc toujours dans ce but de diffuser l'information, je réalise des scans de manuels de jeu à la demande, suivant la bibliothèque que je possède. Donc j'incite les gens à aller sur le site et à me poser des questions, dire je désire avoir tel scan ou tel manuel. Donc là on a Impossible Mission 2, donc Three Miles Island. Alors Three Miles Island, j'ai recherché ce jeu depuis pas mal de temps, à plus d'un titre, parce que c'est un jeu un peu emblématique par rapport à des événements, on peut qualifier de dramatiques, qui se sont passés à une époque et qui se sont répétés avec Tchernobyl. Donc, voilà. Ça montre aussi, c'est un jeu de culture. C'est un jeu de culture publié aux États-Unis. C'est un jeu publié aux États-Unis qui montre une culture de l'événement ou de la gestion du nucléaire. Et bon, on essaie de dédramatiser l'événement pour en faire un jeu une approche scientifique dans la gestion d'une centrale. Peut-être pas créer des vocations, mais instruire les gens sur peut-être ce qui s'est passé et comment ont réagi les techniciens à cette époque-là. Alors d'autres scans sur des manuels beaucoup plus techniques, Apple. Bon, un scan d'un ouvrage me prend plus de 2 heures. C'est pas la partie numérisation qui prend du temps, c'est la partie correction. Alors correction, c'est regarder que toutes les pages sont bien analysées par le logiciel et après faire une mise en page au niveau PDF. Si l'ouvrage fait 900 ou 1000 pages, d'ailleurs je prends plusieurs classeurs ou un manuel technique, je le découpe en tronçons de 200 pages, ce qui permet de faire un regroupement à la fin et de sortir en PDF. Les droits d'auteur, comment tu les gères? Je gère pas. D'accord, c'est mieux. On est moins emmerdé comme ça. Si je commence à les gérer, bon, d'un autre côté, je me suis inscrit à l'association des archivistes de France et ils traitent tous ces problèmes-là et je vois que c'est une nébuleuse en droit qui change tous les ans, tous les 6 mois. Et puis d'un pays à l'autre, c'est pas du tout la même configuration de droit. Alors, en Allemagne, ça les préoccupe pas trop. En Angleterre, ils s'en préoccupent pas du tout, comme aux États-Unis. En France, c'est pas la même chose. Donc. Puis
puis moi, je me considère en Europe. Donc. Il y a déjà des gens qui t'ont écrit en te demandant de supprimer un document? Non. Bon, le site n'est pas visité de façon assidue, donc c'est pas de l'amiga. Donc je vais parler un peu de software. Donc j'ai essayé de les classer, c'est pas toujours évident, en jeu. Voilà. Je vais venir sur les jeux SSI. Au hasard. Change un peu. J'aime bien Châtillon. Voilà. Là j'ai mis en PDF tous les catalogues qui étaient disponibles à l'achat et que j'ai trouvé dans les boîtes. Ça permet d'une part de se mettre à jour des publications, quelles que soient les plateformes, parce que le jeu a été décliné sur Commodore, TRS et autres, IBM. Alors là, il y a juste une partie, et ensuite de proposer uniquement les scans des couvertures. Je ne fais pas de numérisation de disque image pour le moment. Ça sera une étape ultérieure. S'il y a quelque chose à faire de ce côté-là, je délègue Antoine pour le faire. Mais bon, le SSI ne l'intéresse pas. Hélas. Donc, on a aussi une approche, parce que quand on s'intéresse à un sujet, on a tendance à focaliser un peu sur le thème et puis à creuser au niveau des détails, donc, au niveau des publicités qui étaient publiées dans les revues, dans les... là, je reviens sur le Road War 2000, donc avec les différentes jaquettes. Et voilà, donc voilà SSI. Là, un autre exemple, Fighter Command a été édité en version Bataille d'Angleterre, comme ici, et on le voit en deuxième ligne, sous une autre forme de boîte. On peut s'interroger. Alors, l'analyse que j'en fais, c'est que la version Apple II a été commercialisée avec une boîte de la première ligne parce qu'ils utilisaient déjà une version Commodore qui était sortie avec cette boîte. Donc ils utilisaient la boîte Commodore, ils collaient une étiquette Apple II rouge que l'on voit en haut à droite et puis ça partait dans les circuits de distribution. Et la deuxième version Fighter Command avec tous les avions vus de dessus était la deuxième version de la boîte. Et dédiée à l'Apple II. Voilà, donc pour ceux qui voudraient s'intéresser à SSI, consultent le site et posent des questions pour... Après, bon, le site date, fait 6 ans qu'il est en place, donc je ne vais pas le refondre directement, donc j'amplifie les documents. Bon, ça fait un peu... Ça fait catalogue. Bon, il faut fouiller, il faut aller chercher, à explorer un peu pour trouver peut-être son bonheur. Donc on a des publications Apple. J'ai apporté ici les exemplaires récupérés de Tremplin Micro. Alors on peut les numériser, donc ça apporte une sauvegarde du document papier. Et ce que j'aime bien faire, c'est feuilleter ou consulter électroniquement le document pour se rendre compte et refaire un retour en arrière par rapport soit aux publicités, soit aux analyses, au prix, parce que ça, on a tendance à oublier le prix des machines acquises à cette époque-là. Et puis voir là aussi la démarche commerciale des logiciels, de ce qui se proposait. Donc, voilà.
Alors en hardware, j'essaye d'avoir le maximum d'informations au niveau des machines Apple II, Apple IIgs. Donc je poste des photos et j'essaye de mettre un petit commentaire. On parlait de M. Moreno qu'on avait avoir je vais le rechercher. Là, Tu cherches Apple Tel? Non, je cherche un modem et avec une carte à puce. Voilà. Alors, quand on regarde sur Apple ce modem-là, il n'existe pas. Moi, je vais pas le trouver. Ben, si, le voilà. C'est un modem estampillé Apple. Alors, on voit pas bien, mais sur le quadrille standard, avec carte à mémoire. Et donc, le premier était, le modem Apple était un tri standard, donc ils l'ont appelé sur la carte interne, c'était Tristan, et celui-là, c'est Isolt. Un clin d'œil. Alors, c'est en ouvrant le matériel et en analysant visuellement qu'on découvre ce genre de curiosité. Excuse-moi, c'était quoi les standards en question? Pardon? C'était quoi les standards en question? Pour ça, c'est un quadrille standard. Après. Non, mais justement, c'était quoi les standards? Les 4 standards. Les cartes. V21, Oui, V21. D'accord, donc les vitesses quoi. Oui, c'est un. Là, c'est un V23. V21, V22, V22 bis, V23. Ok, très bien, les vitesses. Donc la carte à puce qui était destinée à sécuriser les transmissions, je pense, identifier le. Donc, bon. Après, au niveau commercial, bon, c'est une autre partie de la collection. On a parlé des Porsche. Donc, voilà les réalisations qui ont été commercialisées en tant que jouet, Fly Model. Voilà, donc ce sont des réalisations fidèles de la Porsche qui a couru au Mans. Alors, bon, ça devient, je dirais, un objet lié à l'histoire d'Apple, parce que la Porsche, en courant au Mans, faisait office de support publicitaire, au même titre que la Montgolfière, il y a eu des voiles de navires qui ont été aussi estampillés Apple. Et combien d'éditions pour la course? Pardon? Combien d'éditions de la course? Combien d'éditions de la course? Bah, une seule, je pense, une d'accord. seule, ou peut-être deux. Mais il y a des répliques qui courent aux États-Unis. Alors, ce ne sont pas les. Parce que j'ai vu des photos. Ils ont refait la déco, Voilà, donc c'est. ils ont marqué Sinclair. Ouais, c'est ça. C'est un peu plus cheap, quoi. Histoire de solidité. Non, sur Sinclair, c'était sur sa moto électrique là. Ah, c'est ça, ouais. Là, on aborde aussi la partie commerciale d'Apple. Il faut se replacer dans le contexte de l'époque où il n'y avait pas d'Internet, il y avait des publications, la publicité se fait par magazine, on fait de la diffusion aussi télévisée et par bande vidéo, et puis tout ce qui est affichage. Et le revendeur Apple qui vient vers vous dans un magasin, notamment aux États-Unis, ça va arborer fièrement un logo, par exemple Lisa, vous incitant à poser des questions sur la machine ou à découvrir cette machine-là ou à faire un clin d'œil aux produits Apple. Donc, bon, il y en a un certain nombre.
Alors, voilà, un Apple II GS et c'est marqué collection Antoine. Donc, Et t'as déjà le modèle, je suis pas le modèle, je suis pas le Kids. Ah non, mais j'ai pas la boîte. Alors c'est assez révélateur de la mentalité, disons, commerciale d'Apple de l'époque, parce qu'on listen to drive, bon, on parle de vitesse, on parle des vitesses des processeurs PowerPC à l'époque. Il y avait pas mal de. On voit ici Power Macintosh avec des flammes derrière. C'est peut-être un clin d'œil. Bon, ça c'est une analyse historique qu'il faudra faire. C'est par rapport à la publicité télévisée où on voit un Pentium brûlé et un pompier avec un extincteur en train d'essayer d'éteindre la personne qui est en flamme. Oui. Alors, curieusement, il y a ce qu'on appelle des pins buttons qui sont dédiés au monde de l'Apple II. Donc ils sont relativement recherchés. Au niveau aussi des centres Apple, revendeurs Apple, LC, MCS, on a HyperCard. Voilà, donc c'est un aspect commercial qui prend pas de place contrairement au hardware. Oui, ça ne jaunit pas aussi. On parle aussi des posters. Bon, certaines affiches qui sont notamment celles sur l'Apple IIc, ce sont des posters à zéro, numérisés et reproduits. Donc là, j'ai un certain nombre d'affiches d'origine qui ont été numérisées et sauvegardées en haute définition. Donc ça permet d'une part de pouvoir les reproduire et puis de les sauvegarder, parce qu'une affiche, bon, si elle n'est pas conservée à l'abri de la lumière et de l'humidité, pourrait être abîmée. Là, on a des... Hop, je vois peut-être... On a des publicités qui sont... C'est des cacas de mono, ça. Caquet. Ah bon? Caquet, c'était des cacas de mono. La palourde, la peseuse. Alors, actuellement, quand Apple fait beaucoup de publicité, je déborde de l'Apple II, mais beaucoup de publicité dans ses Apple Store, et tout ce qui est affichage, en principe, repart sur Paris, puis sur l'Angleterre pour être détruit. Donc c'est pas, on a du mal à récupérer ces éléments. C'est une volonté de leur part de... Ben, ça a toujours été comme ça. Donc, alors, ces éléments sont achetés par le magasin. Tout le lot d'affiches qui était concernant les Apple II, sur chaque affiche, il y a un prix en francs. Donc, alors, il y avait un double but, c'était de pouvoir les afficher dans le magasin Apple, mais aussi de pouvoir les vendre aux clients. C'est-à-dire que ça faisait partie d'un catalogue, et les clients pouvaient acheter une affiche sur l'Apple II. C'était rarement proposé. Vu le prix de la machine, on n'allait pas rajouter quelque chose. Voilà, ces affiches-là, l'Apple IIc par exemple, était vendue. Alors, une affiche que j'aime bien, c'est une affiche, excusez-moi, une publicité aux États-Unis. Si la personne achetait la moissonneuse-batteuse, elle avait un Apple II gratuit. Alors, bon, moi j'ai l'Apple II, j'ai pas encore la moissonneuse-batteuse. Si au 1/50e, j'en ai trouvé une classe comme ça. Donc, bon, à mettre, à afficher sur un stand, voilà. Donc là, ça n'arrive pas. Hop. Alors le site est fait avec une application Apple qui s'appelle eWeb, qui a été abandonnée il y a 4-5 ans. Donc le jour où l'application ne fonctionnera plus, j'essaierai de trouver
une alternative à la création et à la mise à jour du site. Oui, oui, il y a toujours des solutions. Après, oui, il y a plus de 15 000 photos. Donc là, ce sont des exemples de publicité faites par Apple. Bon, ça, on connaît tous cette plaque de décalcomanie, d'adhésif, assez déclinée sous plein de formes. Et je m'amuse actuellement à essayer de répertorier toutes ces formes. On en a vu au départ, il y a rouge, il y a celle-là, qui est voilà, ce sont les dernières plaques que j'ai réussi à avoir aux États-Unis. Il y a celle-là aussi. Celle-là, c'est une version allemande. Apple Point, c'en est une autre. Alors, Antoine nous montre sa montre Apple 2GS, où la mienne est un peu plus destroy. Elle a eu quelques problèmes. Donc, voilà, donc on retrouve le catalogue des goodies. On a évoqué les goodies Apple 2, Apple, du coup. Donc il est intéressant d'avoir un exemplaire papier pour pouvoir le numériser et le diffuser pour permettre aux gens d'identifier des répliques qui ne seraient pas des goodies officiels. Alors il est très facile d'en faire, je vais vous en montrer un. Alors, il y a plus, voilà, les fameuses cartes Apple, Club Apple. Celui-là, on le retrouve aussi. C'est pas un défaut de fabrication, parce que quand on retire l'adhésif, la pomme est bien circulaire. Donc c'est simplement l'impression qu'il a balayé largement les couleurs pour ne pas avoir de blanc quand on retire l'adhésif. Alors ça se décline, on peut analyser les décalcomanies avec les fontes, les caractères, on empiète sur le travail de l'historien informatique. Voilà ce que j'ai fait faire. J'ai fait faire ça en Guyane, on voit pas très bien, mais c'est une pomme avec les couleurs d'Apple, mais faites en bois exotique d'Amérique du Sud. Et j'avais reçu une information d'un Américain qui m'avait demandé où j'avais trouvé cette pomme-là, parce qu'elle fait partie des goodies distribués par Apple. Je ne l'ai su qu'après en regardant le catalogue. Mais voilà. Donc j'ai fait involontairement un goodies officiel. Faussaire, escroc, voleur. Dehors. Je peux poser une question de vis. C'est vrai qu'ils ont eu un problème avec Apple et Beatles. Oui, il y a un contentieux. Non, c'est fini. Mais il y a toujours eu un contentieux jusqu'à une certaine date par rapport à la maison d'édition de disques. Et Apple n'avait pas le droit de faire de musique. Et je pense que quand ils ont lancé iTunes, même avant, un peu. C'est la sortie de l'iPod. Oui, et puis des baladeurs. Que Apple Corp s'est revenu vers eux en leur disant attendez là, vous aviez signé que vous ne feriez jamais de la musique et puis vous lancez dans la. Ouais. Donc à partir de là, il y a eu un procès qui a duré une dizaine d'années. Ah ouais. Et là maintenant c'est réglé. Alors il y a aussi, disons, on peut rattacher à ta question le fait que le Black Howell, c'est-à-dire l'Apple II destiné à l'éducation, n'ait pas été directement commercialisé par Apple, mais été commercialisé par Black Howell, qui était une maison de communication et de téléphonie, vision, parce qu'ils ont fait des projecteurs. Donc Apple s'affranchissait de la limite, parce que derrière l'appareil, il y avait des tas de connectiques son, donc c'était une façon de ne pas entrer en conflit avec Apple Corp. Voilà. On a parlé de Kansas Fest et des cravates. Moi j'ai une cravate Apple.
Ça, on peut lancer le concours. Ouais, c'est facile. Ouais. Voilà. On en a tous une dizaine, hein, mais bon, on choisira. Bon, je vais sortir le parapluie à ce moment-là. Voilà, un aperçu. Donc ça prend du temps. Ça prend pas. La friperie, voilà. Donc, parce qu'ils ont fait des vêtements aussi. J'étais très fier un peu de celui-là à un moment parce que bon, c'était distribué. Voilà. Donc, on va recommencer sur d'autres. Donc, pour ceux qui veulent aller voir le site, ben, vous connaissez sûrement l'adresse, c'est quart-de-pomme.fr, sans waf, directement. Et n'hésitez pas à faire des demandes de documents. Je vais vous montrer un exemple de la librairie. Donc j'ai 2605 répertoriés pour le moment. Un Américain m'a demandé une numérisation d'un ouvrage. Je ne l'ai pas encore trouvé sur mes étagères. Donc, je sais qu'il est là parce qu'il fait partie des ouvrages. Donc on a, juste pour donner un exemple, là j'ai Apple II volume, il y a 436 photos, donc on divise par 2, ça fait le nombre d'ouvrages. Alors, tu sais peut-être pas, mais tu en as même plus que sur archive.org. Peut-être, mais bon, il n'y a pas de compétition. Non, Moi, c'est pour dire qu'ils sont censés être, on va dire, la base peut-être la plus large, ainsi de suite, ils sont à peut-être 2300, quoi. Oui, bon, ça me conforte un peu dans le bras qu'il faut poursuivre parce qu'il y a toujours des. C'est une quête constante pour retrouver d'une part pour analyser ce qui est publié sur le marché et ce qui est présenté à la vente, puis après pour en faire l'acquisition, il faut généralement ça se fait par eBay parce que les sources sont US. Et en Allemagne aussi, il y a beaucoup le nombre d'ouvrages allemands, j'ai 174 photos, donc il y a une bibliothèque allemande conséquente. Je sais qu'il manque 4 ou 5 volumes. Mais justement, on peut supposer qu'il y a des pays qui ont été très productifs et dont tu n'as peut-être peu ou quasiment pas d'éléments. Parce qu'on n'a pas tendance à les voir là-bas et on ne sait pas trop comment chercher ainsi de suite. Je veux dire par là, pays asiatiques, au Japon ainsi de suite, je ne serais pas étonné que tu aies peu d'éléments alors qu'il doit être assez riche là-dedans. Tout à fait. Le Japon fait partie des pays où on a... D'une part, il est très difficile, jusqu'à peu, de se mettre sur le marché des acheteurs, parce que c'est spécifique. Ensuite, il y a la barrière de la langue. Et pardon? Oui, Apple Store, tu as raison, justement. J'ai quelques ouvrages. Et même si on allait aussi loin, les pays de l'Est. Les pays de l'Est, j'ai rien du tout. Donc, voilà. Or, ils ont été quand même producteurs de pas mal de clones, notamment. Et donc, oui, mais il y a le tampon confidentiel, donc c'est difficile. Il y a je rejoins tout à fait tes propos. Il y a un pays où je n'ai que très peu d'ouvrages, c'est l'Espagne. L'Espagne, j'ai un livre. Et le reste, pourtant, je pense que Apple a commercialisé quelques aussi l'Amérique du Sud avec le Brexit, où il y a eu des clones assez célèbres. Oui, mais Apple n'y était pas. Ouais. Donc, oui, mais toi, ça t'intéresse les clones aussi. Donc, oui. Voilà. Et il y a certainement des publications aussi dans ces pays-là. Il y a un livre, je sais qu'il y a un des livres, j'ai fait d'ailleurs une rubrique, il faut que je la retrouve, multi-country. Donc ici on a des différentes jaquettes de livres, avec en allemand, en anglais. Curieusement, en français, on n'a pas fait la même représentation, ou on n'en a pas fait du tout. Non, ça n'a pas été traduit en français. Là, on voit en italien les graphiques. Alors celui-là, c'est l'exemplaire le plus connu, avec les petites pommes.
J'ai fait une déduction, c'est que le nombre de pommes sur la couverture indiquait la version de l'ouvrage. En italien. Alors, la version française, c'est celle-ci. Voilà. Manuel de l'utilisateur aux éditions radio. Alors, je recommence les différents guides. Voilà, donc il y a différentes versions. Et j'ai pas. Bon, il y a une version allemande où j'ai réussi à voir. C'est la moitié bleue et la moitié vert. Donc je sais pas. C'est peut-être une transition entre la version 2 et la version 3. Voilà. Donc au niveau des ouvrages, il y a toute une partie, je ne sais pas si elle est complète, de Nicole Breuer-Klucken, ici. J'essaye de classer les ouvrages par thème, c'est pas forcément évident parce qu'on duplique. Et voilà, donc toute la bibliothèque, l'image est là. Pour ceux qui aiment les jeux, moi je connais les éditions SAM, S-A-M-S, pour l'aspect technique des descriptions des Apple II pour tout ce qui est réparation. Donc ils vous font vous avez ces ouvrages-là, et notamment les ouvrages techniques. Donc on en a un ici. Donc c'est Apple II Plus, et à l'intérieur de... À l'intérieur de ces ouvrages, il y a les plans très détaillés des composants et des circuits et les analyses des pannes. Donc une personne qui veut réparer son Apple II peut aller... Ces ouvrages sont toujours disponibles au téléchargement sur le site des éditeurs, curieusement, c'est toujours payant, mais on les trouve malheureusement très facilement sur Internet au format PDF. Bon, voilà un rapide aperçu des aboutissements de Quart de Pomme, en espérant pouvoir continuer à diffuser l'information, en trouvant le temps de le faire, et puis en ayant des demandes. Parce que plus les demandes affluent, plus ça me conforte dans les objectifs et la mission, entre guillemets, à remplir. Voilà. Donc c'est un peu... Ça rejoint un peu ce que l'on fait au cours de ces journées, c'est échanger, partager une passion, et puis réparer ces machines pour les faire vivre. Voilà, je vous remercie le Mascat et Silicium, et puis vous tous aussi d'être là. Voilà, à l'année prochaine, j'espère. Je vous disais s'il y a des questions. Tu rescannes régulièrement avec des meilleures machines, des couvertures, ou en fait on a aujourd'hui la meilleure techno pour scanner par rapport à la qualité d'impression? Non, là il y a un problème qui est soulevé par les gens qui consultent le site. Si je fais de la très haute résolution au niveau des images et que je les mets sur le site web, ça prend excessivement de temps à télécharger, ça alourdit le site de façon conséquente, et moi je perds beaucoup de temps à uploader les informations. Donc je préfère peut-être scanner en résolution moyenne, c'est toujours minimum 300, et après s'il y a une demande spécifique, la première chose à faire, c'est de retrouver le document, la machine, parce que quand il y a 2600 livres, il faut que c'est une question d'organisation et de classement. Pour les commissaires de Buyer's Guide, tu utilises ça en quelle définition? Pour les affiches, au maximum que ce que je vais faire le scanner. C'est un scanner d'architecte, donc ils sont limités à 300 maximum. Ils ne peuvent pas faire plus. Tu l'as tous scanné? Oui.
La fille qui fait du piano, tu l'as aussi. Là, La fille qui fait du piano, tu l'as. la fille qui fait du piano, non, c'est une énigme alors, pour moi. Il y a eu des couvertures, tu vas dire Sky, il y a des filles qui jouent du piano avec la Apple 2GS qui posent dessus. Ah, oui, oui, si. Attends, on y va. Non, c'est pas grave. Oui. Celle-là est à 40 euros. Attends, on négocie là. Donc celle-là, tu peux la sortir en cette taille-là, en fait, à 30 euros et quelques. Ah oui, mais il suffit de demander. Bon, Mais là, celui-là en bonne qualité. ah ben je, C'est pas rayé, je vais voir, on va regarder. On va aller voir l'échantillon, après si l'échantillon te convient. Après, tu peux les avoir chez toi en très bonne qualité, tu peux avoir une version dégradée sur le site, parce que la conservation n'est pas la même que l'impression. Oui, non, Ça a été un travail je pense, de recherche et de retraitement de là, je le fais systématiquement si on me le demande, notamment le site de What is Apple 2GS d'Alex Lee. À chaque fois que je trouve quelque chose concernant l'Apple 2GS, je lui envoie je mets à sa disposition sur un serveur une version très haute définition, au maximum en TIFF, parce qu'il me demande ce format-là, pour que lui puisse retravailler le document, corriger éventuellement des erreurs, des marques, une étiquette qui est mal partie ou des choses comme ça pour son site ou son ouvrage peut-être bientôt. Et c'est moi je veux bien passer du temps à faire une numérisation très haute définition si on me le demande. Voilà. Il y a des couvertures qui valent le coup, et d'autres qui sont Oui, mais moi je sais pas lesquels. si moi je sais pas, je les trouve toutes très belles, mais je veux pas passer tout le temps à faire de la très haute résolution. La très haute résolution sur des bouquins noir et blanc où c'est la technique, on s'en fout. Non, pour les livres techniques, je fais automatiquement de l'OCR. Parce que ça permet, si on recherche une information, il suffit d'avoir 45 fichiers PDF, on lance une recherche sur tout le volume, on va trouver l'information si on a de l'OCR derrière. Tu les protèges, tu vois? Non. S'il fallait les protéger, j'irais voir Antoine. Non, mais il y a des gens qui se protègent les fichiers Non. qui génèrent. Parce que, disons, ce qui peut arriver et ce qui est arrivé, c'est que je numérise un ouvrage et que je le retrouve en distribution libre sur un site américain et n'ayant pas de lien par rapport à la source. C'est-à-dire que la personne qui met l'ouvrage en ligne dit que c'est lui qui a fait le travail alors que c'est moi qui ai passé 3 heures à faire. Après, c'est les risques du métier, je dirais. Oui, mais je dirais, là, on aborde dans son ensemble le droit à la reproduction, à la diffusion d'informations et la numérisation de documents. C'est complexe. Et là, moi, je fais de la numérisation d'informations pour rendre service et dépanner les gens au niveau de l'information. S'ils ont pas Là, je vais montrer un exemple de livre. Je m'y perds. C'est ce qui a été demandé par un correspondant américain. Voilà. Donc j'ai essayé d'avoir, par rapport aux contraintes techniques de eWeb, un livre qui est dans ma bibliothèque et qui est numérisé et avec un petit format PDF. Donc voilà la résolution, le livre numérisé. Bon, pour moi, ça reste exploitable. Non, c'est la différence entre un format pour faire une affiche et puis un format à lire. Ça, je pourrais le faire en format affiche, ça sortirait comme affiche. Il n'y a pas de... Après, la numérisation, on déborde largement sur... La numérisation, tu peux la consulter sur un écran, tu n'auras pas forcément la même définition si tu veux refaire une impression derrière. Les couleurs, ça ne fait pas forcément. Oui, mais si tu veux faire de la réédition, là tu es obligé de travailler en très haute résolution et d'avoir des fichiers qui... Là, le livre fait quand même 50 mégas. Donc, bon, c'est l'univers graphique.
Bon, il y a... Voilà, donc voilà un exemple. Après, bon, j'ai d'autres... bon, je veux bien, disons, numériser tout ce que j'ai. C'était initialement le but, mais ça prend trop de temps. Et le scanner que j'ai ne travaille pas au niveau du soft d'analyse et de scan, n'est pas très performant. Il est performant à son niveau de prix, mais ça ne... Si on veut automatiser les tâches et avoir presque 98 ou 99% de réussite dans la numérisation, il faut taper sur des scanners qui dépassent les 10 000 euros. Tu détruis le livre ou pas? Non, jamais. Sauf quand le livre ou le magazine m'éclate dans les mains. Tu n'as pas besoin de se couper pour le service? Non. C'est-à-dire que tout scan se fait à la main, je tourne la page, j'ouvre le livre, et après je gomme les doigts. C'est-à-dire que sur l'image, j'ai mes 2 pouces, et le logiciel de traitement d'image gomme, je dicte le centre du doigt, et il gomme la surface. Bon, il y a des techniques à développer pour ça. Donc là, bon, on a quelques ouvrages sur les graphismes. On parlait de... Non, c'est rien. On parlait de programmation. Donc on a du Pascal, on a du Basic, on a de l'assembleur. Donc on a pas mal d'ouvrages sur la programmation de l'Apple II, dont les fameux Assembly Line de Roger Wagner. On a autant de difficultés à scanner un livre avec un dos spiral qu'un livre relié, parce que c'est le dos spiral, les pages bougent, alors c'est flexible. Non, je démonte pas. Les démonter serait très bien si le plastique ne cassait pas. Parce que le plastique vieillit, il faut l'écarter, et là on finit avec un dos sans plus aucune dent. Et bon. Voilà. S'il y a d'autres questions, je peux y répondre. Merci.